Charleston est l'une des villes les plus hantées des États-Unis. On doit descendre par là? Non, non, non. Des bateaux pirates fantômes. Il n'y a aucun doute, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Allons trouver ce vaisseau fantôme. Des fantômes agressifs. Quelqu'un a été couché à côté de moi dans le lit. Ils terrorisent les résidents de Charleston, en Caroline du Sud. La ville au cœur de l'âge d'or de la piraterie. Bon sang! Les enquêteuses paranormales Corinne, Leanne et Kelly C'est ici qu'on vous a exécuté? sont ici pour savoir pourquoi les fantômes des pirates rôdent encore dans les parages, 300 ans après avoir abandonné leurs dépouilles à la putréfaction sur la plage. Si les pirates n'étaient pas inhumés convenablement, leurs âmes étaient condamnées à errer sur Terre pour toujours. Mais leur enquête tourne vite au cauchemar. Quoi? Lorsque l'un des pirates fantômes de Charleston poursuit Corinne. J'ai des frissons. Pourquoi pleures-tu? Quelles informations terrifiantes l'équipe apprendra-t-elle au sujet de l'histoire sanglante de la piraterie de Charleston? Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Tu me fais peur. Corinne? Regarde ses yeux, ses yeux. Il y a une ombre derrière vous. Imaginez ce port rempli de bateaux pirates. Les pirates pouvaient investir les autres vaisseaux et prendre les gens en otage. L'équipe est à Charleston, en Caroline du Sud, pour mener une enquête sur les fantômes qui sont tous associés à la violence de l'âge d'or de la piraterie ayant eu lieu dans la ville au XVIIIe siècle. Charleston a une histoire très riche et souvent très sombre. La traite des esclaves a joué un rôle important dans la fondation de la ville. Elle a aussi été au cœur des débuts de la guerre de sécession. Avant cela, c'était l'âge d'or de la piraterie, dans les années 1720. De nombreuses personnes sont mortes ici, pendues là où nous marchons. C'est probablement l'une des villes les plus hantées des États-Unis. Les pirates sont arrivés en Amérique du Nord au milieu du XVIIe siècle, lorsque l'Espagne, l'Angleterre et la France se disputaient les territoires des Caraïbes et de la côte américaine. Ça a eu lieu pendant la guerre de la succession d'Espagne. Les corsaires pillaient les bateaux des autres pays. Quand la guerre s'est terminée en 1713, des dizaines de milliers de corsaires qui gagnaient très bien leur vie à dévaliser les vaisseaux ennemis ne pouvaient plus continuer leurs activités légalement. Ils ne voulaient pas abandonner leur mode de vie, ce qui a amené à l'âge d'or de la piraterie. Charleston était au cœur. Les pirates avaient des biens à vendre et de l'argent à dépenser. Charleston les a accueillis à bras ouverts. La ville a profité des activités des pirates qui venaient au port pour vendre leurs marchandises volées ou échanger l'argent et l'or qu'ils avaient volé. Le pirate arrivait en ville avec 1000 livres sterling dans ses poches. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1,3 million de dollars en or et de 47 000 dollars en argent. Grâce aux pirates, Charleston est devenue l'une des colonies les plus riches des États-Unis. Puis, les choses ont changé. Charleston est devenue la 4e plus grande ville en Amérique du Nord. Les pirates n'étaient plus les bienvenus, et la ville n'avait plus besoin de leur aide. Les pirates n'avaient plus de pouvoir. Le conflit a atteint son apogée en 1718, lorsque l'un des pirates les plus célèbres au monde a pris le port de Charleston en otage. Barbe Noire a bloqué le canal du Nord avec 9 bateaux et complètement paralysé la ville. Il exige un coffre rempli de médicaments pour lui et ses hommes qui sont atteints de la syphilis, du scorbut et de la dysenterie. Il a bloqué le port, pris des otages dans les bateaux qui arrivaient en ville et a exigé une rançon. Charleston, en Caroline du Sud, est donc la seule colonie anglaise à avoir été envahie par les pirates. Le gouvernement local sentait la pression d'agir. Il a assemblé une milice et, après une bataille de 3 jours, celle-ci a remporté la victoire. Barbe Noire et ses compagnons parviennent à s'échapper. Mais 6 mois plus tard, d'autres pirates ne connaîtront pas le même succès. On a pendu 50 pirates en 3 semaines en novembre 1718. L'âge d'or de la piraterie à Charleston prend fin. Mais les fantômes des pirates vivent encore.
Charleston grouille de gens morts, c'est la meilleure façon de l'expliquer. L'équipe entame son enquête sur le passé violent de Charleston, non pas dans la ville, mais dans les marécages, à 72 km au sud-ouest, sur l'île d'Edisto. En conduisant vers l'île Edisto, on laisse l'autoroute et la ville derrière pour se retrouver dans un marécage. Il y a 300 ans, les pirates se servaient de ce vaste réseau de criques pour s'enfuir et se cacher des autorités. C'est bien connu que les pirates s'y réfugiaient pour échapper à la traque. La propriété appartient maintenant à la famille Maybank, qui a appelé Corinne et son équipe pour résoudre un mystère qui remonte à plusieurs décennies. Ils veulent partager leur histoire formidable avec nous. Ils n'en ont jamais parlé pendant de nombreuses années et ils sont enfin prêts à partager ce qui leur est arrivé avec nous. On nous dit que vous avez vécu une expérience étonnante. Oui. Ouais. Mon père conduisait et mon grand-père était assis à côté de lui. Il était environ 21h ou 22h. De la plage, on pouvait voir au loin un bateau qui voguait. Je n'ai aucun doute qu'il s'agissait d'un bateau pirate. Pareil à ceux que l'on voit dans les livres. Il flottait tout bonnement au rythme des vagues. Les voiles étaient déchirées et je pouvais voir une lanterne au sommet qui ballottait au vent. Le bateau était enveloppé d'une lueur dorée scintillante. Il n'y a aucun doute. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je l'observais et j'avoue que je n'en croyais pas mes yeux. C'était une expérience bouleversante. Inconsciemment, on s'est tous entendus pour jamais n'en parler pendant 2 décennies. Vous l'avez vu tous les trois? Oui. Ouais. C'était il y a combien d'années? J'avais 7 ans, donc c'était en 1998. C'était ici, sur la propriété? C'était sur le fleuve North Edisto. Pouvez-vous nous dire qui étaient les propriétaires de cette propriété au début du 18e siècle? Paul Grimble a été le premier colon européen à s'installer sur l'île. Paul Grimble était un richissime marchand anglais et le premier Européen à s'installer ici, sur l'île Edisto, en 1682, sur ce qui est aujourd'hui la propriété de la famille Maybank. Les restes de sa maison sont à proximité de l'endroit où on a vu le bateau fantôme. En 1686, les pirates espagnols ont incendié sa maison, car ils croyaient que la Caroline leur appartenait. C'était pendant les guerres. À l'arrivée des Espagnols, Paul Grimble, le propriétaire de la maison, et sa famille étaient absents. Les Espagnols ont accosté près de la maison. Ils sont sortis du bateau armés d'épées et de torches. Ils ont brûlé la maison et volé et tué le bétail, et probablement les esclaves aussi. Paul Grimble a survécu parce qu'il a eu la chance d'être absent ce jour-là. Il est mort très riche. Je suis sûr que l'Empire espagnol aurait été très heureux si l'officier haut placé anglais avait été sur les lieux lorsque les pirates sont venus. Ce printemps, mon père m'a kidnappé. des portraits saisissants Je rentre pas dans ma business. Prêt comme un tigre moi. et des interventions risquées. On n'est pas sorti du bois. Des nouveaux documentaires palpitants à Canal D et sur Crave. Ça peut fort bien nous aider dans notre enquête. Oui. On a tous eu des visions de l'au-delà, et c'est pour cette raison qu'on a choisi ce travail. On est très curieuse de savoir ce que vous avez vu. Partout dans le monde, à travers l'histoire, on a consigné la présence de bateaux fantômes. Ce qui est particulièrement fascinant ici, ce sont les nombreux détails que les 3 hommes ont décrits, dont la lanterne et la lueur verte. La lueur verte qui scintille autour du bateau est quelque chose que les témoins ont relevé partout dans le monde. On aimerait bien
connaître l'identité du bateau. J'espère qu'elles pourront enfin nous dire pourquoi ce bateau est venu nous rendre visite sur notre propriété et peut-être même d'où il venait. Rhett et sa famille nous ont confirmé qu'ils dévoilaient ce secret familial pour la première fois. Je les comprends. J'ai passé toute ma vie à ne pas dévoiler mes visions aux gens, car je ne voulais pas que l'on me juge. Dès mon plus jeune âge, je vois des fantômes, je les entends et je les perçois. Même mes parents ne me croyaient pas. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils ont consulté des médecins et demandé des examens de résonance magnétique. Dans la vingtaine, je me suis rendu compte que ces phénomènes étaient réels. Je les comprends d'être réticents. Est-ce qu'on utilise l'équipement? Je ne veux pas. Non? D'accord. Il est peu probable que l'on voit le même bateau. Mais je veux savoir si l'on peut percevoir la même énergie et avoir une vision du passé pour peut-être communiquer avec les fantômes. Ça se peut fort bien que l'on crée un lien. Il était là. C'est ici qu'ils l'ont vu. Il était à la surface de l'eau. Pourquoi un bateau pirate viendrait-il ici? Il y a peut-être un lien avec la propriété. Au XVIIIe siècle, tous les bateaux se seraient cachés ici, et surtout les bateaux pirates, pour échapper aux autorités. J'entends le nom Rhett et le mot échapper. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu le mot échapper, puis le nom de Rhett. Je tiens pour acquis que c'est le même Rhett qu'on a rencontré et qui a vu le bateau. D'accord. J'entends les mots échapper et Rhett, ce qui est complètement dépourvu de sens. Car qui voudrait échapper à Rhett, qui était un enfant lorsqu'il a vu le navire? Ces deux mots sont les seuls indices recueillis par l'équipe ce soir. Il n'y a absolument rien devant nous. Je ne vois rien. J'ai l'impression qu'ils ont eu une vision résiduelle. Je pense que c'était une énergie résiduelle et que c'est une coïncidence qu'ils aient vu le bateau. L'énergie spirituelle résiduelle est associée à un événement historique. L'énergie d'un tel événement s'imprègne dans l'atmosphère et se manifeste en boucle. Rhett et sa famille ont vu un bateau pirate qui provient de l'énergie résiduelle, qui se manifeste en boucle à cet endroit-ci. Bon, on peut partir. Oui, il pleut à boire debout. Retournons à la voiture. Allons-y. Le lendemain, Rhett Maybank appelle l'équipe au nom de la famille pour avoir les réponses à ces questions. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau vous parler. Près de l'eau, j'ai entendu le mot « échapper », comme si quelqu'un voulait échapper à quelque chose. Puis j'ai entendu votre nom, Rhett. Pourquoi voudrait-il vous échapper? Vous n'étiez qu'un enfant. Je ne comprenais rien. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un aurait peur de moi. Est-ce qu'il y a un autre Rhett? Rhett est un nom très ancien de Charleston et dans ma famille. Le colonel William Aiken Rhett était un chasseur de pirates de Charleston. William Rhett? Le colonel William Rhett était le capitaine de la milice locale, qui en 1718 a capturé Stede Bonnet et ses hommes, mettant fin à l'âge d'or de la piraterie à Charleston. Alors peut-être qu'il ne voulait pas vous échapper. Il voulait échapper à William Rhett, le chasseur de pirates. Je suis l'un de ses descendants. Seigneur! Il est l'un des descendants du colonel William Aiken Rhett, un chasseur de pirates. Oh, Seigneur! J'en ai la chair de poule! C'est très important. Après avoir parlé à Rhett, je comprends maintenant pourquoi lui et sa famille ont vu le bateau pirate. Puisqu'ils ont un lien étroit avec la ville et avec la propriété, Rhett et sa famille ont pu voir le bateau grâce à l'énergie résiduelle qui se manifeste en boucle. Ils étaient au bon endroit au bon moment. Quelqu'un d'autre n'aurait pu avoir la même vision. Je n'avais jamais fait le lien avec le colonel Rhett. C'est rare que j'ai peur, mais maintenant, j'ai des frissons. Appelez-nous si vous revoyez le bateau. Oui. Promis. Merci beaucoup, Rhett. Merci. Au revoir. L'équipe laisse le mystère de l'île Edisto derrière elle pour suivre les traces des pirates jusqu'à Charleston. De nombreux bateaux pirates sont célèbres.
Et on sait qu'ils ont navigué sur les mers. Mais je veux savoir ce qui se passait lorsqu'ils accostaient et que les pirates arrivaient en ville. Il est temps d'aller à Charleston et de découvrir leur lieu de prédilection. Étant donné toutes les années d'histoire, de piraterie et d'activités illégales, les fantômes qui hantent la ville doivent être innombrables. Je pense au rêve de Corinne au sujet du donjon. J'ai l'impression que le donjon se trouve ici, à Charleston. Pendant 2 nuits consécutives, j'ai fait un rêve très bizarre et vivide. Ça fait 2 nuits que je rêve à un sous-sol ou à un donjon. Les fondations semblaient être en béton et il y avait des barreaux en métal. Les murs suintaient et ça avait l'air très humide. Je voyais le nom Duncan. J'ai vu ce nom 2 fois. Je ne m'ennuie jamais. Je ne sais pas qui est Duncan, mais son nom me colle à la peau. L'équipe arrive au Tavern, un magasin historique de vins et spiritueux, pour rencontrer leur prochain témoin. Ça y est, le magasin Tavern. C'est le plus vieux magasin de vins et spiritueux en Amérique du Nord. Depuis sa construction, on y a seulement vendu de l'alcool et les pirates aiment bien leur alcool. Le Tavern a été construit en 1686. Au 18e siècle, ce n'était pas un endroit sécuritaire. Les pirates étaient violents. Quand ils avaient leurs 3 jours de congé, ils voulaient dépenser leur argent sur l'alcool et les femmes. Le Tavern était probablement le premier endroit où ils se dirigeaient quand ils se promenaient sur la rue East Bay. Si on veut voir un fantôme à Charleston, c'est assurément le meilleur endroit où aller. Notre témoin s'appelle Edie. Elle a passé la nuit dans l'appartement au-dessus du magasin. Elle a vu un phénomène terrifiant et elle veut partager son histoire avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est le Tavern? C'est exact. Vous avez passé une nuit là-haut? Oui. Dans la chambre juste là avec ma sœur et son amie. On y a passé une nuit. Fascinant. Il y a 2 lits simples dans une des chambres et un très grand lit dans l'autre. Ma sœur et son amie ont pris les 2 lits simples et j'ai pris le très grand lit. Je me suis endormie rapidement. Au cours de la nuit, j'ai senti quelqu'un à côté de moi dans le lit. Cette personne se collait contre moi et on dormait en cuillère. Je croyais que ma sœur était venue dormir avec moi. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai vu ma sœur debout devant moi à côté du lit. Elle m'a demandé si elle pouvait dormir avec moi parce que son lit était très inconfortable. Je lui ai demandé de quoi elle parlait, puisqu'elle dormait déjà avec moi. Elle m'a répondu qu'elle ne s'était pas couchée avec moi de la nuit. J'ai bondi hors du lit et j'ai ressenti un courant d'air froid autour de moi. J'étais terrifiée. C'est horrible. Saviez-vous que juste à côté se trouve le donjon Provo? Le donjon est là et le magasin est ici. Oui. Plusieurs des immeubles sur la rue avaient probablement des donjons au sous-sol qui servaient de cellules supplémentaires pour emprisonner les pirates. C'est important, car il y a quelques semaines, j'ai rêvé que je me trouvais dans un donjon, dans un sous-sol. Ça m'intrigue. Oui. J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver. On vous redonnera des nouvelles dès demain après avoir mené notre enquête. On découvrira peut-être qui était le fantôme dans votre lit. Oui. Allons-y, à demain. Ravi de vous avoir vu. À demain. Quand on se fait kidnapper, des fois, c'est la mémoire qui s'évade. Il y a une partie de moi, mon innocence, qui est morte là. Comment est-ce que ce gars-là a pu faire autant de mal? J'ai été kidnappé, mardi 19h30, à Canal D. L'équipe revient après minuit, à l'heure des sorcières, lorsque les fantômes sont plus actifs. Merci. Merci.
Les couloirs sont étroits. Ça me fait peur. C'est la chambre principale. C'est le lit dans lequel elle a dormi. Je dépose ça ici. Ça y est. Le détecteur REM est au centre du lit. On peut laisser le K2 allumé. Le détecteur REM et le compteur K2 mesurent l'énergie électromagnétique. Si un fantôme passe devant le détecteur, on peut confirmer sa présence dans la pièce. La chambre est bizarre. Oui, ma poitrine me fait mal. Ouh. Je me sens drôle. C'est bizarre. Quoi? C'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing en plein ventre. Comme si tu te battais? Oui. Il y avait une présence près de moi et ma poitrine se resserrait. C'était comme si quelqu'un était debout tout contre moi. C'est assurément un homme. Oh. On peut distinguer l'esprit des hommes et celui des femmes comme si l'on était debout devant de vraies personnes. Ils ont chacun une énergie distincte. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Cuillère. Cuillère? Oui, cuillère. Il n'a pas dit ça au hasard. Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Edie nous a dit qu'elle dormait en cuillère avec un fantôme. C'est manifestement lui qui nous parle. On est presque certaine que le fantôme dans la pièce est le même qui a interagi avec Edie. Le fantôme communique avec l'équipe, qui décide de se séparer pour lui donner encore plus d'espace pour se manifester. Un fantôme peut se sentir dépassé s'il y a trop de gens dans la pièce. Corinne et Kelly se rendent dans l'autre chambre à coucher, tandis que Leanne reste dans la chambre où Edie a senti le fantôme. Je m'assois sur le lit. D'accord. Pouvez-vous vous asseoir à côté de moi? Était-ce votre chambre? Seigneur! Les deux ont retenti en même temps. C'était incroyable. Ça veut dire que le fantôme répond à nos questions et qu'il peut nous entendre toutes les trois. Bon sang! Seigneur! On s'est séparés et notre plan fonctionne. Ce que tu fais fonctionne. Ça marche. Peux-tu essayer encore? D'accord. On veut vous parler. Bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre équipement réagit et on peut entendre le fantôme de nos propres oreilles. C'est incroyable. Pendant que tu étais de l'autre côté, le détecteur REM a retenti et le voyant rouge du K2 s'est allumé. Quelqu'un ou quelque chose nous accompagnait dans la pièce. Seigneur. J'ai entendu un gros boom dans l'autre pièce. On savait que c'était un homme et qu'il essayait de nous dire quelque chose. Sous-sol? Qu'est-ce qui se passe? Le Vilus a dit le mot sous-sol. Le fantôme qui était avec nous voulait nous attirer vers le sous-sol. Le fantôme demande à l'équipe de le suivre dans le sous-sol de l'immeuble de 330 ans. Je crois qu'il faut descendre, mais je ne veux pas y aller. Allons-y. Est-ce que j'ai peur de m'aventurer dans un sous-sol? Bien sûr. Mais lorsqu'un fantôme nous attire dans un endroit, il faut absolument y aller pour mener l'enquête. Il fallait trouver des réponses pour Edie. Donc on est allé dans le sous-sol. Oh non, non. Au XVIIIe siècle, le sous-sol a peut-être servi de donjon, où étaient emprisonnés les pirates avant leur exécution. J'ai l'impression que c'est une très mauvaise idée. Quel cauchemar. C'est pour ça qu'on fait ce travail, pour interagir avec les fantômes. La plupart des gens qui recevraient un message d'aller dans une cave ou un sous-sol s'enfuiraient sur le champ. Pas nous. On va s'approcher du fantôme. Pourquoi on aboutit toujours dans des tunnels? Bon, on y va. Seigneur. Seigneur, les filles. Quoi? C'est l'endroit que j'ai vu dans mon rêve. Je paniquais. C'est l'endroit précis auquel rêve Corinne depuis des jours. C'est le même donjon avec l'eau qui coule sur les murs. C'est identique et ça me fait peur. Oui, c'est identique à mon rêve. Mais il y avait des barreaux qui bloquaient les accès.
Je vais y aller. C'est dur. J'ai l'impression que quelqu'un m'étrangle. Sais-tu pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. J'étais assise ici. Es-tu en train de revivre ton rêve? Oui. L'eau montait jusqu'à la moitié des murs. Je n'en revenais pas. On se promenait dans le rêve de Corinne. On ignorait qui était là et avec qui on devait communiquer, mais on savait que l'on devait y être. C'était logique car on nous a guidés jusque-là. Seigneur, je ne plaisante pas. Ma tête. Quoi? La pression. J'ai l'impression d'être prisonnière. C'était incroyable. Je remontais dans le temps et je voyais ce qui s'était passé à l'époque. Avec une vision comme celle-là, le fantôme essaie de me dire que je suis sur la bonne voie. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il était malheureux. Oh mon Dieu. Il a été capturé. Et il savait qu'il ne s'en sortirait pas. Il se demandait quoi faire. Je crois que c'est ce que le fantôme voulait me transmettre. Il me montrait ce que c'était que d'être prisonnier dans un donjon. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je sorte. Attention à ta tête. J'ai trop mal à la tête. D'accord. C'est trop bizarre. Peux-tu communiquer avec lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux essayer. Quel est votre nom? Pourquoi me montrez-vous ces images? Qui êtes-vous? Il y a quelqu'un... Et... Duncan. C'est Duncan. Qui est Duncan? J'entends le nom Duncan. C'est son nom. J'entends aussi le nom George. Ils peuvent fort bien être trois. Je ne sais pas qui est le premier. Je ne sais pas qui sont George et Duncan. Qu'est-ce que tu vois? Qui est-ce? Je ne vois personne. Je sens un homme derrière moi et j'entends le nom George. Je ne sais pas qui il est. Quelque chose derrière nous me fait peur. Très peur. Je ne sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il y avait deux fantômes? Je n'en savais rien et j'avais peur. J'entendais George et Duncan, Duncan et George. Je ne savais pas qui ils étaient ou ce qu'ils voulaient. Crois-tu que George et Duncan sont deux individus distincts? Y a-t-il deux fantômes? Puis tout à coup, je me suis sentie envahie. Je ne peux pas respirer. Non. Ta voix est extrêmement bizarre. Te rends-tu compte que ta voix est plus profonde? Pourquoi tu fais ça? Corinne a commencé à se transformer devant nos yeux. Sa voix a changé et elle faisait un drôle de bruit avec sa bouche. Ses yeux n'étaient plus les mêmes lorsqu'elle me regardait. Tes yeux sont différents. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Seigneur, son visage, c'est terrifiant. Pourquoi as-tu l'air de ça? Pourquoi tes yeux sont différents? Tu me fais peur. Corinne? Il y a une ombre derrière vous. Regarde son visage. Elle me fait peur. Ça va? Il y a une ombre derrière vous. C'est un grand homme. Sa tête touche aux conduites qui sont au plafond. Quelque chose n'allait pas. Elle est entrée en communication avec un fantôme qui voulait nous transmettre son message. À ce moment-là, je regardais Corinne, mais ce n'était pas elle. Si Corinne restait dans cet état trop longtemps, ou si on la laissait ainsi sans intervenir, on ne savait pas ce qui pourrait arriver. Le moment était venu de la sortir de là. On sort d'ici. Seigneur, il faut que je sorte d'ici. Je n'aime pas du tout le sous-sol. Pourquoi faut-il toujours enquêter dans des sous-sols? Malgré notre enquête, je ne savais toujours pas pourquoi je voyais toutes ces images et je ne savais pas qui étaient George et Duncan. Mais je suis sûre que c'est le fantôme qui a contacté Edie. Peut-être qu'il voulait qu'elle aille au sous-sol, mais elle a eu trop peur pour y aller. Récupérons l'équipement. On
va recommencer, là, parce que là, vous faites l'innocent avec moi, puis j'aime pas ça. Je sais que vous êtes une grande gueule, mais moi, j'ai les papiers de cours nécessaires signés par un juge. Hey, de tout. Bonne journée. Traqueur de char, vendredi 20h30, à Canal D. Le lendemain, l'équipe rencontre Edie pour lui faire part des résultats de son enquête. L'enquête a été très mouvementée. On a beaucoup d'infos à partager avec vous. J'ai très hâte d'entendre ça. On a reçu plusieurs messages. Vous nous avez dit que vous ressentiez la présence d'un homme dans votre lit. L'appareil Ovilus a dit le mot « cuillère ». Seigneur. On n'en revenait pas. De plus, on a également ressenti une présence masculine dans la chambre à coucher. J'étais certaine qu'il s'agissait d'un homme fort. Et c'est pour ça que j'avais peur. Oui. C'est peut-être le fantôme qui est encore dans la chambre. Le fantôme nous a entraînés au sous-sol. On y est allé. On a ouvert la trappe et descendu l'escalier. Dès que je suis arrivée en bas, j'ai ressenti l'énergie la plus lourde et la plus imposante de toute ma vie. Je me suis sentie envahie et j'ai dû sortir rapidement. Seigneur. Je crois que c'est possiblement Duncan qui s'est manifesté dans le lit d'Edie. Quand on est arrivé et qu'il a compris que l'on pouvait communiquer, il est devenu fébrile et nous a entraînés au sous-sol. Qui est Duncan? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. D'accord. La soirée a été mouvementée. Je savais que vous ressentiriez quelque chose. Je suis de nature sceptique, et le fait que j'ai ressenti une telle présence me confirme qu'il y a un fantôme. Bien sûr. Merci de me confirmer que je ne suis pas folle. Pas du tout. Je suis très reconnaissante de pouvoir entrer dans ces endroits et de partager mes expériences avec les témoins. On les soulage en quelque sorte. Je ne sais toujours pas qui sont George et Duncan, mais dans le sous-sol, j'ai appris ce que c'était que d'être emprisonné dans un donjon à cette époque-là. C'était terrifiant d'être coincé dans une cellule minuscule et humide et de voir l'eau qui coulait du plafond. Ces hommes savaient qu'ils vivaient leurs derniers moments avant d'être exécutés. Les prisonniers de l'époque ont vécu une expérience terrorisante. Pour Edie, la chasse est terminée. Mais pour Corinne, il reste à élucider le mystère de Duncan. Suite à cette enquête, je continue à penser à Duncan. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. La prochaine enquête les mène au 20 South Battery, un hôtel en face de l'endroit que fréquentaient les pirates au XVIIIe siècle. Est-ce que la prochaine enquête est associée à Duncan? Je n'en sais rien, mais je pense encore à lui. Je veux en avoir le cœur net. Le prochain témoin est propriétaire d'un hôtel légendaire de Charleston. On s'en va au 20 South Battery, une propriété historique qui appartient au Dr. Jack Schaefer, qui l'a acheté et entièrement rénové. Au 20 South Battery se trouve un énorme manoir construit dans les années 1840 dans le centre-ville de Charleston. De nombreuses histoires de fantômes y sont associées. L'hôtel serait aussi hanté. Selon les clients, des fantômes ont traversé les murs et un homme décapité se tenait au pied de leur lit. L'immeuble est en face du parc White Point Gardens, où près de 50 pirates ont été pendus en 1718. On serrait la corde autour de leur cou et les pirates se balançaient sur la potence comme s'ils dansaient la gigue. Ça pouvait prendre une demi-heure avant qu'ils meurent. C'est une horrible façon de mourir. On laissait les corps pourrir sur la potence pendant des semaines pour décourager les gens de s'adonner à la piraterie. Puis on jetait les corps dans le marais. Évidemment, on ne les inhumait pas dans des cimetières. Les pirates étaient superstitieux. Ils croyaient que s'ils n'étaient pas inhumés de façon convenable, ils seraient condamnés à errer pour toujours. C'est pour ça qu'ils portaient une boucle d'oreille en or, pour garantir leur inhumation. Si quelqu'un trouvait le corps d'un pirate, il pouvait prendre la boucle d'oreille en or. Le pirate espérait que la personne creuserait une fosse pour l'enterrer et lui donner une sépulture digne. Bonjour. Montez!
Bonjour. Bienvenue au 20 South Battery. Merci. Le propriétaire de l'hôtel, le Dr Jack Schaefer, a appelé l'équipe pour savoir qui hante sa propriété. Quand j'ai visité l'immeuble pour la première fois, on m'a dit qu'il était hanté. Les histoires de fantômes sont nombreuses, mais quand les gens voient toujours le même fantôme, il faut les croire. Je n'ai jamais cru aux fantômes, mais quand on habite à Charleston, c'est difficile de ne pas croire aux phénomènes paranormaux. On nous dit qu'il y a de l'activité paranormale dans l'hôtel. Il y a 2 fantômes ici, dans les chambres 8 et 10. Le fantôme de la chambre 10 est un monsieur élégant, très bien habillé et très poli. Il marche tout doucement, et si quelqu'un a peur ou si quelqu'un bouge, il disparaît. Quand j'ai entendu parler de lui, je me suis demandé s'il s'agissait de Steve Barnett dans la chambre 10, puisqu'il a été pendu dans le parc en face de l'hôtel. Steve Barnett est un pirate célèbre. C'était un gentilhomme qui a laissé sa famille royale richissime dans la Barbade pour s'acheter un beau bateau et qui est devenu un bon ami de Barbe Noire. Ils se sont rencontrés ici et il est devenu membre de la flotte de Barbe Noire. On sait que Steve Barnett a été pendu juste en face à un arbre. Il y avait un arbre dans le parc qui servait à pendre les pirates. Les gens assistaient aux pendaisons pour se divertir. Ils emmenaient leurs enfants et tout le monde se rassemblait pour voir le condamné être amené vers l'arbre. Il devait faire un discours éloquent avant d'être pendu pour divertir la foule. Steve Barnett avait la réputation d'être un Anglais débonnaire et éloquent, mais il a été incapable de s'exprimer ce jour-là. Il avait si peur d'être pendu que ses derniers mots étaient incohérents. S'il est dans la chambre 10, j'aimerais le savoir. Je veux savoir si Steve Barnett hante la chambre 10. On a beaucoup de recherches à faire. Oui, on va revenir ce soir pour mener l'enquête. Une fois la nuit tombée, les enquêteuses reviennent pour tenter de découvrir l'identité des fantômes qui hantent le manoir du Dr Schaefer et savoir si les visions de Corinne leur sont associées. Est-ce que la prochaine enquête est associée à Duncan? Je n'en sais rien, et je veux des réponses. L'équipe commence par la chambre 10. L'ambiance est déjà plus lourde. Oui, j'ai l'impression que ma tête est plus lourde. C'est très lourd. Dès qu'on est entré, on a ressenti quelque chose. Est-ce qu'il y a ici des hommes qui ont été condamnés à mort? Connaissez-vous le Battery? Mais le fantôme fuit rapidement les lieux. Je ne ressens absolument rien. Toi? Je ne sens presque plus rien. Je pense qu'il y a des fantômes dans ces chambres. Mais ils ne se manifestent pas devant nous. Je pense que les fantômes qui hantent ces chambres ne se manifestent pas. Car le fantôme du donjon nous a accompagnés jusqu'ici et il les retient. Il a un message important à transmettre à Corinne. Posons-lui la question. Savez-vous qui est Duncan? Est-ce que George est ici? Correct. Il a répondu exact. Wow! Seigneur! Jamais un esprit ne m'a répondu directement comme ça. Lovilus a répondu exact. Je communiquais avec le fantôme via l'appareil. Je lui ai demandé où aller et il m'a répondu « tombe ». Tombe? Un des appareils nous a parlé d'une tombe. C'est le parc. C'est là où les pirates ont été pendus. On savait qu'il fallait absolument y aller. Il faut y aller. Quelque chose nous entraîne au parc. On a tout ce qu'il faut. Allons au parc. C'est juste en face. Allons-y. Le fantôme de George les envoie au parc White Gardens, situé juste en face, où Steve Barnett et ses hommes ont tous été pendus en 1718. Les jeudis. Je ne sais pas pourquoi l'esprit était furieux. Il se montrait agressif. J'ai vu son visage. Il est apparu là. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. C'est bizarre. C'est ici qu'on vous a exécuté? M'avez-vous convoqué ici? Connaissiez-vous Steve Barnett? On est ici, que voulez-vous nous dire? M'avez-vous emmené ici? On était au parc,
et il ne se passait pas grand-chose. On est dans le quartier Battery, en plein milieu de la nuit, et on pense que George nous a convoqués ici. Que voulez-vous? Pourquoi nous emmener ici, George? Dans des moments comme ça, on pense pouvoir enfin obtenir des réponses, mais il ne se passe rien. J'ai commencé à me demander pourquoi j'avais reçu ces messages. Le fantôme qui a emmené l'équipe ici a disparu. Quel est votre message, George? C'est frustrant pour moi. Je suis redevenue la fillette qui doutait de ses visions et de l'authenticité des messages qu'elle recevait. J'ai besoin de réponses. Est-ce que j'ai bien fait de parler? Est-ce que je devais mentionner le nom de Duncan? Est-ce que je devais suivre cette piste? C'est difficile de voir Corinne s'agiter et se questionner ainsi, car je peux comprendre ce qu'elle ressent, et je sais que c'est vrai. C'est très bizarre d'être ici. Corinne a toujours raison. Je sais qu'il y a une raison pour laquelle on est ici. Le lendemain, incapable de laisser derrière elle les fantômes de George et Duncan, Kelly décide d'effectuer des recherches en ligne. Désolée, mais je suis fébrile et je tremble. J'ai découvert une transcription des procès de Stede Bonnet et de ses hommes. La voici. Désolée, ma main tremble. C'est une trouvaille incroyable. Regardez la liste des noms des pirates. Là, George Duncan. George Duncan. George Duncan est l'un des 29 membres de la flotte de Stede Bonnet qui ont été pendus dans le parc White Gardens le 8 novembre 1718. J'ai hâte de le dire à Corinne. Après l'enquête, lorsqu'on est retourné à l'hôtel, j'ai effectué une recherche. Un des pirates qui a été pendu ici même se nommait George Duncan. Pas vrai. J'en ai la chair de poule. George Duncan. D-U-N-K-I-N. J'ignorais son nom. Je pensais qu'il s'agissait de deux hommes. Incroyable. J'ai des frissons. La tête me tourne. George Duncan. Je comprends maintenant. Il faisait partie de la flotte de Stede Bonnet. On l'a probablement emprisonné dans le donjon. Seigneur, vraiment? Et on l'a transporté ici. Pour le pendre. Je suis complètement abasourdie. J'en tremble. Oui. C'est bizarre. Je suis émue. J'ai les larmes aux yeux. C'était vraiment lui? C'était vrai? Oui. Bon sang. Pourquoi pleures-tu? Je ne sais pas. Il n'y avait pas deux hommes dans le sous-sol du taverne. Il s'agissait de George Duncan. Pendant tout ce temps, je parlais à George Duncan. Il m'a emmené ici. C'est bizarre. Je ne pleure jamais. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que je ne pleure jamais. Ça m'a frappé de plein fouet. George Duncan réalisait que j'avais entendu son message et je me rendais compte que c'était vrai. Dans mon fort intérieur, je suis encore la fillette que les gens ne croyaient pas. On disait que tout était dans ma tête. Je sais maintenant que je n'inventais rien. Je communiquais avec George Duncan et il est mort ici. Ça me donne des frissons. Il essaie de transmettre son histoire depuis longtemps. Il a tenté de communiquer avec Edie et avec Jack, mais il en était incapable. Le message se perd parfois dans tout le brouhaha. Puis Corinne est arrivée et elle a compris son message. C'est formidable. Un dénommé George Duncan m'a suivi et m'a emmené au parc où tous les pirates ont été pendus, bon? Je pense que George Duncan s'est manifesté à moi pour une raison. Il voulait se libérer du fardeau qu'il porte depuis sa mort. Il n'a pas eu de sépulture, donc il est peut-être condamné à errer pour toujours. Pour l'éternité. L'équipe espère que George Duncan a pu traverser dans l'au-delà après avoir enfin réussi à transmettre son message. Il voulait qu'on le reconnaisse. J'espère que son âme a enfin trouvé la paix et qu'il peut enfin reposer en toute quiétude. Bonjour. Bonjour. Je suis de retour avec mes nouvelles amies préférées.
L'équipe rencontre Jack Schaefer pour dévoiler les résultats de son enquête. On est certaine qu'il y a des fantômes ici, et il y en a plus de 2. Ils sont nombreux. Non. Oui. Steve Barnett ne s'est jamais présenté. Il ne s'est pas manifesté, mais ces hommes, oui. George Duncan, quelque chose de plus important se trame ici. George Duncan hante l'hôtel. Oui, il hante tout le quartier. George Duncan est le plus bruyant, mais il n'est qu'un des fantômes parmi tant d'autres qui hantent le parc White Gardens et le 20 South Battery. Je pense que votre propriété est au cœur de cette histoire. Les fantômes entrent et sortent de l'hôtel à leur guise. Vous êtes dans un endroit stratégique, parmi les couches d'histoire de la ville. Près du parc White Gardens et de tout ce qui s'y est passé. Oui, il y a bel et bien des fantômes ici. Et que pensez-vous de Charleston? Quelles sont vos impressions de la ville? Elle est très hantée. Ouais. On ressent toute son histoire en déambulant dans les rues. Son histoire est riche et les fantômes nous observent continuellement. Ils sont partout. Partout. C'est fantastique. Merci beaucoup. Un câlin. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très reconnaissant. Par ici. Au revoir. Je rentre chez moi. Bonne idée. Les personnes qui menaient des vies violentes ou qui sont mortes violemment ont souvent beaucoup de difficultés à se rendre dans l'au-delà. Tout remonte à la superstition des pirates, selon laquelle ils sont condamnés à errer pour le reste de leurs jours s'ils n'ont pas de sépulture. George Duncan voulait transmettre son histoire. Il m'a marqué et j'espère qu'il peut maintenant reposer en paix. On lui a offert un cadeau avec cette enquête. J'effectue ce travail pour soulager les gens et soulager les fantômes qui portent un lourd fardeau beaucoup trop longtemps. Les pirates ont une mauvaise réputation, mais notre travail exige que l'on transmette les messages des fantômes. Cette fois-ci, c'était des pirates notoires qui voulaient communiquer leur histoire.